Voilà. Très bien. Donc, le dernier exposé donc, sera donc, celui du professeur Donchescu, donc du laboratoire Lamia, qui est aussi responsable de l'équipe de recherche de l'IA. Donc, il va nous parler manifestement d'analyse génomique. Oui, on peut l'appeler analyse génomique. Voilà, donc je vous remercie. Donc, le titre est un petit peu compliqué. Donc, d'abord, j'ai fait la présentation en anglais parce que je m'attendais que tout le monde présente en anglais, mais bon, c'est pas grave, je vais vous expliquer en détail ce que je veux présenter aujourd'hui et ça sort de ma recherche. Donc, on parle du raisonnement, en fait, suivant la question double rang en fait, d'ADN et qui est la source en fait de beaucoup de cancers. Et du coup, les méthodes qui sont utilisées, vous voyez, c'est l'abduction, et que je vais définir, et un type de logique qui s'appelle la logique fédérale. Donc, dans ça, c'était pour se situer à l'intérieur de l'expérimentation scientifique. Vous voyez qu'on commence par des expériences, on fait des observations, on génère des hypothèses, on vérifie les hypothèses, et après on a une révision du modèle. Alors, on cherche les hypothèses, ce qui se passe, c'est qu'on utilise des méthodes qui sont sorties de l'intelligence artificielle, qui est l'abduction et l'induction. Il faut savoir qu'au départ, l'intelligence artificielle a été introduite en 1953 par McCarthy, et quand il l'a défini, il pensait limiter le raisonnement humain. Après, donc, on vit dans un monde algorithmique, donc tout ce que c'est algorithme est intelligence artificielle. Donc, c'est pas tout à fait vrai, mais bon, on peut parler d'intelligence artificielle quand on parle d'un algorithme. Donc, dans cette histoire, ce que nous intéresse et ce que moi je travaille beaucoup, c'est la génération des hypothèses. Donc, la batterie est faible, bientôt. Voilà, donc, secondo tempo, donc, après, j'ai présenté la révision du modèle, il n'y a plus personne qui attend quelque chose, je vais parler des systèmes. Donc, en bioinformatique, il y a une partie, donc, comme vous savez, au début, la bioinformatique était inexistante. C'était les biomathématiques. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient des biostats, ils étaient très à la mode et considéraient que les bioinformaticiens doivent s'occuper que des bases de données. Mais petit à petit, on a vu que la puissance des algorithmes en fait permet de trouver des modèles dans les différents systèmes là, donc, qui changent un petit peu. Donc, merci. Donc, je vais m'écouter là, parce que je ne m'entends pas. Vous avez une question à me poser? Non, merci. Donc, je continue avec mon système. Donc, les systèmes, en général, sont caractérisés par donc, plusieurs paramètres. Donc, à l'intérieur, on a une activité et on peut décrire un système par ce qu'on appelle, en fait, des paramètres d'état, décrire à n'importe quel moment l'état de ce que se trouve à l'intérieur de le système. On a des entrées, on a des sorties, et en fait, à partir de là, on pourrait modéliser pas mal de choses dans le monde, en fait, physique, chimique, biologique. Donc, l'idée de ma présentation, c'est de m'attacher au système biologique. Donc, ce qu'on appelle le biology system a apparu en fait à Hiroaki Kitano en 2007 qui a introduit cette notion en fait de homéostasie, et en fait de l'homéostasie parle de la robustesse. Donc, la robustesse en soi signifie que même si on change l'état du système, je continue à être dans mes paramètres de mon vie. C'est assez intéressant de voir cette idée qui est au départ et qui pose les bases en fait de la biologie systémique, et on voit qu'il y a plusieurs questions en fait qui se posent en fait quand on est autour de la biologie systémique. Donc, on a beaucoup de choses à faire en tant qu'informaticien. Donc, le plus simple, c'est de commencer par la visualisation qui n'est pas simple. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un outil très performant fait pour les biologistes. Après, il y a les bases de données, et
On a aussi, en fait, donc, vous voyez, plusieurs parties, en fait, de la science qui intervient dans la modélisation de la biologie systémique. Il y a la partie, donc, théorie des systèmes, la partie, donc, théorie de l'information, et bien sûr, donc, tout ce que c'est la partie génétique, génomique, donc, métabolique, et jusqu'à la population. Donc, ça, c'est un modèle, quand vous voyez stabilité, en fait, c'est un modèle mathématique, en fait, qui est inspiré des équations différentielles, qui ont donné donc lieu à beaucoup de théories et qui partent dans un système biologique. Et même pour les réseaux de neurones, ça permet de décrire donc un neurone réel, comment il fonctionne, mais pas la fonction qu'on utilise dans l'algorithme. Donc, du coup, l'idée de base, c'était de faire une analyse multi-échelle. Quand je parle d'une analyse multi-échelle, c'est au niveau génomique, au niveau métabolique et au niveau population. Quel est le problème, en fait, pour unifier? Parce que toute science, en fait, ce que se propose, c'est d'expliquer et d'unifier. Le problème, c'est que le temps de réponse sur les trois niveaux est différent. Donc, pour unifier ça, c'est extrêmement difficile. Donc, du coup, on s'intéresse beaucoup aux réseaux génomiques parce qu'ils sont plus faciles à modéliser que les réseaux métaboliques. Aussi, en fait, les seuils qui sont définis dans un réseau métabolique ne sont pas bien clairs, c'est extrêmement difficile à mesurer. Et le temps de réponse est bien plus court que dans les réseaux génomiques. Donc, de point de vue informatique, comme dans les réseaux de neurones, ce que c'est intéressant en génomique, c'est qu'il y a un motif. Donc, on voit qu'il y a un lien entre les différents gènes protéines. Donc, et du coup, les premiers qui sont posés question des motifs en génétique, donc, ça a apparu dans les années 2007. Il essaie de décrire les réseaux sous la forme très simple, en fait, c'est de régulation. Donc, la régulation se faisait soit par activation, soit par inhibition. C'est assez simple, mais vous allez voir que ça donne, de point de vue puissance algorithmique, à des débats et à des algorithmes qui sont difficiles à mettre en place, à implémenter, mais qui pourront donner des résultats dans certains cas qui sont étonnants. Donc, ça, c'est un motif, en fait, qu'on voit, qui pose problème. Donc, vous voyez, il y a des motifs aussi. Le segment rouge, c'est juste une inhibition, ce qu'on peut décrire comme une inhibition. La flèche bleue, c'est une activation. Donc, on peut avoir des motifs qui sont les trois switches qui apparaissent en haut, là, rouge, rouge, rouge. Ça, c'est extrêmement difficile à modéliser en informatique, donc, par l'intermédiaire d'un graphe. Donc, moi, je me suis intéressé beaucoup à la capture double de l'ADN, parce que ça existait déjà un modèle neurologique fait par François Ier, qui travaille aux États-Unis, et qui s'est posé le premier la question, est-ce qu'on peut décrire les interactions gène-protéine, gène-gène d'une manière très proche du langage naturel, et le langage naturel est mieux décrit en informatique par des propositions logiques. Les propositions logiques sont des implications, ce qu'on appelle des clauses A implique B, A implique B. Donc, et ici, on voit que ces capsules-là, on peut considérer que les UV peuvent produire des capsules donc doublement, et au moment où donc on est réparé, tout va bien, et au moment que c'est plus réparé, on commence à développer le cancer. Il y a des différentes étapes, bien sûr, on peut aller donc, soit d'arrêter le cycle cellulaire, soit en fait d'avoir une influence sur la transcription, et bien sûr l'apoptose en fait, et puis la mort en fait cellulaire. Donc, du coup, est-ce qu'on peut avoir un raisonnement au niveau de la cellule? Donc, est-ce que la cellule est intelligente? Il y a beaucoup de gens qui se sont posés la question. Donc, la réponse est toute forme de communication est une forme d'intelligence. Donc, si c'est une forme d'intelligence, la cellule communique, donc la cellule est intelligente. C'est un petit peu simpliste. Mais on peut voir plus que ça. Donc, c'est de voir qu'au moment qu'ils sont produits l'intelligence artificielle, il y avait trois types de raisonnement.
Donc, il y a la déduction que vous connaissez très bien parce que ce que vous faites en maths par les théorèmes, c'est pour un raisonnement déductif. Il y a l'induction qui généralise et après, il y a l'abduction. L'abduction, c'est le raisonnement qu'on parle de l'effet à la cause, ce qu'on fait en général quand on peut diagnostiquer. Donc, on a les effets dans une maladie et on veut arriver aux causes. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en place du point de vue donc, de l'algorithmie, parce que de partir des effets à la cause, on n'arrive pas toujours à retrouver les causes. On peut se planter. Donc, il faut ajouter un autre type de raisonnement qui est l'induction pour valider ce qu'on a trouvé. Donc, c'est assez long, en fait, en soi. Donc, du coup, on dit que l'abduction, c'est la meilleure explication. La meilleure explication, c'est dans le sens du médecin, donc, qu'on voit, du biologiste. Donc, ça, c'est assez intéressant à discuter. Donc, maintenant, on arrive à comment on peut implémenter l'abduction. L'abduction, c'est pas quelque chose de facile à implémenter, parce qu'on a ici, donc, dans ce schéma, donc, vous avez un B, un H et un J. Donc, c'est la théorie. Tout ce que vous savez et peut être modélisé sur la forme, en fait, logique, sous la forme des clubs logiques, sous la forme des théories qu'on appelle background. OK? Après, il y a quelque chose qui s'appelle les observations. Donc, en biologie, c'est l'observation. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs. Donc, on a beaucoup de données. Nous, pas toujours les algorithmes, mais tous les problèmes, en fait, qu'on a récupérés. Donc, ça, c'est une autre histoire. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de retrouver les hypothèses. Donc, du coup, il faut définir un modèle pour l'abduction, ce que c'est pas facile. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter à ce que je sais pour bien expliquer les observations? Donc, ça, c'est l'abduction en soi. Donc, et du coup, vous avez une équation qui vous semble très bizarre, BH déduit G. Donc, c'est une équation logique. La forme est algébrique, en fait, en soi, quand on voit comme ça, mais c'est pas très simple, en fait, à résoudre, parce que ça donne sur des algorithmes qui ont une complexité très grande. Complexité très grande signifie que ça prend beaucoup de temps. Donc, la deuxième chose qu'on voit, c'est la consistance. La consistance signifie que je ne dois pas obtenir le vrai et le faux en même temps. D'accord? Donc, je peux obtenir ça et c'est le gros problème en fait, de la logique. Et du coup, en fait, c'est de trouver des techniques, des algorithmes qui permettent de dire si je parle de ce que je sais de ma théorie, si j'ajoute en fait mes observations sous forme d'une négation, je peux arriver donc à une contradiction par les hypothèses que je fais. C'est le raisonnement par action. P implique Q, notre Q implique notre P. D'accord? Ce qu'on faisait en maths quelquefois. Donc, et tout ça, c'est une équation qui s'appelle l'équation de Robinson, qui n'a pas d'importance, mais que les anglo-saxons et particulièrement les anglais ont beaucoup développé et ils ont appelé universal entanglement. Donc, du coup, on revient à la biologie. Donc, la biologie peut se mettre sous la forme d'un programme logique, peut se mettre sous la forme d'une preuve, peut se mettre sous la forme d'une application. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Donc, vous avez cause et effet. Donc, A, donc c'est la cause, donc l'activation de B qui est une protéine. D'accord? Vous voyez la flèche qui est en haut. Donc, je peux inhiber. Donc, A bloque B, donc, avec le symbole qui apparaît. Et on a quelque chose, donc, le binding qui va apparaître, et je peux l'exprimer sous la forme G-B qui est un prédicat. Ça s'appelle un prédicat parce que je peux les mettre ensemble. Donc, du coup, on a des schémas des actions, d'accord, qu'on accepte. Donc, si A, c'est la cause de B, donc, et B, c'est la cause de C, j'obtiens que A, c'est la cause de C. Que la transition, c'est rien compliqué, c'est des choses banales, d'accord? Mais après, je peux avoir des choses plus compliquées. Donc, A active B, B inhibe C, donc A inhibe C. Donc, ça, c'est l'idée, en fait, pour présenter d'une manière simple, en fait, ce qu'ils appellent. Et du coup, j'arrive à ce qui m'intéresse le plus, est-ce que je peux avoir un modèle logique pour en enzymologie. Donc, j'ai un produit, est-ce que
l'enzyme peut affecter, je peux ajouter aussi des valeurs numériques de concentration sur l'enzyme. Oui, donc on peut faire ça, donc on peut représenter, vous avez la flèche qui apparaît là-bas, qui est une application, mais qui dit tout ça, c'est une clause, qu'on appelle une clause dans le langage, en fait, pour les gens qui utilisent Colomb ou Cobol, donc c'est pareil. Et du coup, on arrive à autre chose qui va apparaître dans la biologie, c'est le problème des exceptions. Donc, tous les pingouins, tous les oiseaux volent, sauf les pingouins. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut modéliser ça? Donc, ce que c'est pas quelque chose d'anodin, parce que ce qui se passe, il y a des exceptions, donc il faut donc avoir un raisonnement par défaut. Donc, il y a des choses qui sont vraies et je dois en faire. Donc, je dois tirer une conclusion. Un théorème, c'est des états en fait, que je vais présenter et à la fin, je finis par une conclusion. Donc, c'est pareil ici dans l'inférence. Donc, je vais avoir si donc A est vrai et il n'y a rien qui contradit B et C, alors c'est vrai. Ça vous semble complètement sorti du contexte, mais ça permet en fait justement de modéliser. Ce qui m'intéresse le plus, c'est sur le cancer. Donc, s'il y a des UV et quelqu'un a du cancer, il n'y a rien qui dit qu'il n'a pas le cancer, donc il a le cancer. Ce que, bon, c'est très logique. Et maintenant, je vais m'intéresser au schéma de B53, pour tout le monde connaît en fait, cette protéine qui est très présente en fait, dans l'arrêt du cancer. Et nous avons B53 et MDM2, d'accord? Ça, c'est la première partie. Ils sont vrais, ils sont présents dans mon réseau de gènes. Donc, et j'ai B, une autre protéine, en fait, qui existe. Donc, du coup, je peux démontrer, je peux ajouter de la connaissance. Ça, c'est nouveau. Donc, je ne suis plus dans l'apprentissage. L'apprentissage, vous avez vu, donc, c'est, vous apprenez une poésie, c'est l'apprentissage. Donc, ici, c'est la découverte. Donc, c'est quelque chose un petit peu différent. Ce que vous faites en recherche, c'est la découverte, d'accord? C'est l'originalité. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, le premier qui trouve, donc, c'est ça, finalement, ce que c'est la recherche. Donc, du coup, regardez ici sur ces chaînes, ce schéma simplifié, donc j'ai les UV là, pour activer le P53, P53 active A, et A bloque le concept. C'est génial. Sauf qu'il y a d'autres motifs qui apparaissent, donc d'autres motifs qui apparaissent, donc P53 peut faire un binding avec MDM2, qui vont activer B3, qui bloque le A, donc si elle est bloquée, donc je développe le concept. En soi, c'est assez simple, mais je veux autre chose. Je veux savoir comment une protéine peut intervenir dans un réseau de gènes et comment cette protéine va avoir une activité liée, par exemple, pour bloquer le cancer. Donc, je fais de la connaissance, différente de l'apprentissage. Donc, du coup, je prends une protéine X, donc c'est une variable pour le moment, et en fait, je peux, par ce système, apprendre à partir des motifs, de créer un nouveau motif. Donc, UV va activer X, qui va avoir un binding avec MDM2, qui va activer C, qui va bloquer B, donc B n'a plus d'activité sur A, donc je peux bloquer le cancer. C'est exactement ce que fait l'algorithme en soi. Donc, et du coup, je peux bloquer le cancer. Et regardez ici, il y a d'autres qui vont apparaître, et je vais vous le montrer sur un réseau de GMBR. Donc ici, j'ai X avec un C, c'est un candidat, je peux l'appeler MDMX, donc qui existe, hein, et avec un autre C, et le motif apparaît, donc voilà ce type de réseau qui va apparaître pour bloquer le cancer. Donc pour le moment, je peux introduire quelque chose de nouveau. C'est un système discret. Donc, ce qui se passe ici, c'est que toute cette activité, c'est dû à une perturbation qui va apparaître. Donc, c'est un système à événements discrets. Donc, du coup, je peux créer des temps qui sont le T1, T2 et T3, qui sont des temps qui signifient qu'au moment T1, il y a eu cet événement qui a changé
donc l'activité donc, de ce réseau de chaînes. À T2, donc j'ai eu donc, B à bloc A, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe peut-être à T3? Donc, X a eu donc un changement de forme avec MDM2 et du coup, vont influencer B. Donc, ça, c'est ce que je obtenu. C'est ce que j'ai obtenu. Donc, c'était de UV qui va activer X. X va avoir donc une solution, une des solutions en binding avec P53 qui vont activer C, qui bloque B, B qui n'a plus d'influence sur A, donc du coup A va agir sur le max. Donc ça c'était une partie assez intéressante. Donc je peux continuer donc, dans d'autres exemples, donc façon de bloquer B, et je peux trouver des différents candidats pour bloquer B parmi les protéines qui se trouvent en fait dans le réseau voisin en fait de P53 et pardon. Regardez ce réseau-là, ça devient sérieux là. Donc, du coup, on a des interactions donc, des protéines, on a après donc, des interactions donc, de binding, on a les processus enzymatiques, on a l'inhibition, on a l'activation de l'inhibition par transcription. Et si vous regardez quelque part, je pense qu'apparaît P53, je ne le vois pas encore, oui, là, MDM2 en bas. Et il y a le P53. Donc, et quelque chose de très intéressant que j'ai mis en exemple, c'est P73. Donc, si vous regardez sur Internet, P73 a posé beaucoup de problèmes. Quel est son rôle? Est-ce qu'il intervient directement sur le récepteur ou il va juste être donc un allié de P53 pour amener vers l'apoptose. Donc, c'est un activateur, en quelque sorte, de P53. Donc, ça, c'est le réseau original de Pommier qu'il a fait à la main, en fonction. Donc, vous savez très bien que ce qu'on voit mieux, c'est les inhibitions que les activations en biologie. Donc, du coup, si on prend le modèle en fait proposé et on l'applique sur ce schéma, on a tout simplifié. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Pourquoi? Parce que de point de vue logique, le réseau de Pommier, d'accord, qui était sur la cassure doublement, n'était pas correct, n'était pas consistant. Et ce qu'on voit ici, c'est que le P73 ne rentre pas dans l'activation, en fait, pour amener vers l'apoptose. Donc ça, c'était le résultat. Après, on voit MDM2, P53, et la candidate, donc PML, qui va intervenir dans le modèle donc, de graphe qu'on venait de voir tout à l'heure. Donc voilà, c'est mon dernier mot de la fin. Je n'ai pas eu pour longtemps. Merci. Merci beaucoup. Alors, je suppose, est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez plus de questions pour moi? Non. J'ai quand même une question, alors, justement, sur la simplification du graphe. Ouais. Comment vous avez procédé? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait à la main ou alors vous avez... Non, justement, c'est pas fait. C'est important. La question d'Eric est très importante parce que tout le monde va croire qu'on l'a fait à la main. Pas du tout. Donc, tout est automatique. Donc, je vais vous montrer plus, en fait. Vous voyez, donc, il y a un modèle logique qui va apparaître sur cette forme. Hein. Donc, tout est présent ici. Donc, du coup, il y a beaucoup de relations qui sont simplifiées, d'accord, qui disparaissent. Donc, maintenant, ça pose la question, comment en logique, en symbolique, parce qu'on parle de l'IA hybride, comment une formule logique, d'accord, peut intervenir et comment peut résoudre pas mal de modèles. Quand je dis résoudre, c'est que cette formule logique est valable pour tous les autres, dans tous les modèles en fait qu'on prend, et elle est vraie. Vous voyez l'astuce de trouver une piste d'application de ce type, ça nous permet en fait de parler d'apprentissage en fait en logique. Donc, qui est un petit peu délicat. Donc, mais c'est ça en fait ce qui se passe, c'est que toutes ces réactions qui ont apparu au départ vont disparaître. D'accord? Donc, ça c'était l'idée de base.
Et quand vous simplifiez, en fait, vous arrivez à un modèle, vous ne pouvez pas simplifier davantage. C'est-à-dire que là, vous êtes sur la simplification maximale, on va aller plus loin encore dans la simplification. En fait, ce qui se passe quand vous avez un théorème, vous avez une conclusion à la fin, d'accord? Donc, cette conclusion, ça vous permet justement d'avoir un graphe qui est simplifié, d'accord? Donc, ce sont des règles qui vont apparaître, qu'on appelle des règles dures, et après, il y a d'autres règles qui s'appellent des défauts. Ces défauts sont les exceptions, donc attention, donc il y a Titi en fait qui est en pingouin, donc Titi ne vole pas, d'accord? Donc, et de l'autre côté, ce qu'on obtient dans ce système déductif, c'est un enchaînement fait de clauses, et ces enchaînements de clauses permettent justement de trouver de signaling pathway dans le graphe d'origine. Donc, en prenant toutes les extensions, donc ce qu'on appelle une extension, ça nous permet en fait d'obtenir le graphe simplifié. Donc, la notion d'extension, on le retrouve en fait dans beaucoup de domaines en fait, de l'intelligence. Et du coup, on va parler en fait de la connaissance en fait dynamique. Donc, ça c'est le principe de la non-monotonie. D'accord. Donc, je peux réviser en permanence mes connaissances. Tout ce que vous découvrez là, chaque jour dans votre activité, donc ça vous permet de réviser vos connaissances. Donc les systèmes d'intelligence artificielle doivent faire pareil. Donc doivent réviser les connaissances. Sinon, c'est pas intéressant. Donc, pour mettre un jour. Donc, c'est un petit peu l'idée de base, en fait, de faire la découverte automatique. Parce qu'en fait, le but, c'est de prendre les lois de la physique, d'avoir un système qui permet de découvrir d'autres lois. Donc, ça, c'est le but suprême de l'intelligence artificielle. D'accord? Le chat GPT, c'est un exemple, qui probabiliste, d'accord? Donc, et ici, vous avez un peu des clauses qui sont générales, et après, on peut arriver vers des choses qui sont plus intéressantes pour apparaître. Ouais. Ouais, c'est Moi, j'ai une question. Comment pouvez-vous prendre en compte les taux des protéines? Parce que là, en fait, on a l'impression que c'est un peu du on-off, la protéine elle est là ou elle n'est pas là. Pour ça, j'ai parlé de l'hydrogène. Donc, je n'ai pas parlé en fait, de réseau métabolique parce que pour soutien métabolique, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un seuil et le seuil, je ne peux pas le déterminer. Mais je peux prendre en compte la concentration. Donc, je peux faire des calculs, d'accord? Donc, je peux introduire dans les relations enzymatiques dans le modèle, après, je peux introduire une concentration. Bien sûr, donc, je suis limité, d'accord? Je n'ai pas la même puissance numérique que dans d'autres algorithmes. Donc, c'est plus, en fait, un graphe de connaissances que j'essaie de réviser. C'est ça le but de ma recherche, en fait. C'était de réviser ce graphe de connaissances et de dire, ce graphe de connaissances que vous avez construit manque de logique, d'accord? Donc, entre guillemets, d'accord? Donc, c'est l'inconsistance parce qu'à un moment donné, donc, vous avez le vrai et le faux, donc, il y a la protéine A qui va activer B et la protéine C qui va inhiber B. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Donc, ça pose un problème. Ouais. Et après, on peut parler aussi, en fait, de la voie métabolique principale. Est-ce que je peux trouver une voie métabolique en cas de perturbation forte? D'accord? C'est cette voie métabolique qui va être donc activée donc, dans le cadre de cellules donc eucaryotes. D'autres questions? On vous remercie. Je vous remercie.